Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire une revue de la Kia EV6 restylée. On est dans l'édition Land All-Wheel Drive avec une autonomie NRCan de 475 km. C'est une revue quand même assez importante puisque c'est un véhicule populaire au Québec qui a été mis à jour. On a une nouvelle batterie, on a un nouveau type de port de recharge, on a une nouvelle interface graphique à l'intérieur du véhicule, on a des nouveaux matériaux, le véhicule est un peu différent. Donc, ça va être super intéressant de faire ça. Très important de mentionner aussi, ce véhicule-là m'a été prêté par Kia de La Salle, dans l'arrondissement La Salle. Donc, on les salue. Ça a été très gentil de leur part de me prêter le véhicule parce que je ne pouvais pas en avoir un via la flotte nationale de Kia. Donc, je les remercie là, une autre fois. Puis, si vous êtes dans le coin et vous recherchez un véhicule Kia, n'hésitez pas à les voir parce que le fait que je me présente à eux puis que je leur explique ce que j'avais de besoin puis ils ont accepté immédiatement, honnêtement, l'expérience client doit suivre là-bas parce qu'ils sont très aidants et très gentils. Donc sur ce, on va aller à la vidéo. Commençons maintenant le tour extérieur là, avec le EV6 restylé. On est dans une version Land All-Wheel Drive, donc c'est le troisième modèle en termes là, de prix, sauf que sur cette version-là, la seule option va être la couleur rouge, puis il n'y aura pas d'autres groupes d'options supplémentaires. Mais bon, qu'est-ce qui a changé avec le EV6? Bien, ce que Kia a fait, là, on est allé chercher là, un look à l'avant un peu différent qui s'harmonise mieux avec la gamme. Regardez aussi la Kia, le K4, puis les véhicules électriques qui s'en viennent, EV4, EV3. Là, on va vraiment là, harmoniser le design ici. Fait intéressant, évidemment, le véhicule n'a pas changé de plateforme, c'est encore la même plateforme EGMP. Par contre, ce que Kia dit là, dans la documentation, c'est qu'on a augmenté la longueur là, du pare-choc ici. Donc, le véhicule est plus long, pare-choc avant et arrière de la même distance. Puis évidemment, c'est juste un morceau, là, il n'y a pas vraiment structurel ici pour augmenter là, un peu l'aspect sportif du véhicule. Je vous dirais que ce rafraîchissement-là du EV6, il va très bien. Le look est bien. Puis moi, j'ai toujours aimé le EV6 parce que c'est une voiture essentiellement familiale. C'est un genre de wagon électrique futuriste. Puis moi, ça vient me chercher. J'aime bien, c'est pas un véhicule très très haut. Pour ce qui est de la pneumatique, ici, là, on est sur des pneus Nexen pour véhicules électriques, 235-55 R19. Donc c'est une bonne grandeur, là, rien à dire ici. C'est assez conventionnel, là. On n'est vraiment pas sur un véhicule là, à prétention sportive. Pour ce qui est du reste, qu'est-ce qui a changé aussi? Évidemment, un peu d'éléments de design. La structure du véhicule a été un peu renforcée là, pour améliorer la performance du véhicule au test de l'IHS d'un point de vue de sécurité. Et évidemment, la grosse chose, c'est que cette année, vous avez deux batteries, 63 kWh de base sur le modèle Light Propulsion et 84 kWh sur tout le reste de la gamme. C'est la même batterie qu'on verrait maintenant dans le nouveau Ioniq 5. Mais sinon, c'est pas mal ça. C'est un restylage léger. C'est vraiment plus d'un point de vue mécanique qu'on est allé faire des changements. Puis là, il y a un changement tout à fait intéressant aussi ici. Si on rouvre ceci, OK. Donc, on est rendu réellement au port J3400, le port NACS. Puis ça, c'est pour le marché canadien. Ce véhicule-là, fait intéressant. Où a-t-il été assemblé? Bien, on va aller voir ça ensemble. Ce véhicule-là, si vous regardez le numéro de série, commence par un 5. Il a été assemblé dans l'usine aux États-Unis et c'est le 1380e EV6 qui est sorti de cette usine-là. Donc, c'est pas mal nouveau. On va aller ouvrir le frunk parce qu'il y a un frunk sur le EV6. On va féliciter Kia pour avoir conservé des vérins sur le capot avant. C'est pas quelque chose que Toyota aime faire. Et là, on va ouvrir le frunk et c'est minuscule comme dans l'ancienne version. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Ne serait-ce qu'on va chercher là, des éléments techniques et mécaniques qu'on voit là, dans les véhicules restylés Hyundai qui sont électriques. Comme je vous ai parlé, pour le Ioniq 5N, ça c'est tout le nouveau système de thermorégulation avec toutes les pompes intégrées qui est rendu un composant beaucoup plus simple à gérer. Et ça ici, c'est le réservoir de la vitre que je trouve vraiment pratique. Là. Ça serait super facile de mettre du lave-vitre. Regardez, là, il est là, il se contient. Si vous avez un accident, habituellement, il est à l'intérieur de l'aile, puis il brise, mais là, ça va prendre un accident beaucoup plus sérieux pour qu'il casse. Puis vous voyez littéralement le niveau visuellement. Le capteur de niveau est là, pour le remplacer, c'est facile. La pompe est là, c'est... Wow, c'est là que ça doit aller. Wow, simple. Et regardez, lorsqu'on le rouvre, bien là, ça se vide, ça va se vider tout seul. Donc, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur ce réservoir de lave-glace, mais c'est vraiment intéressant de voir ça. La boîte à fusibles est ici. Vous avez une batterie 12 volts, puis évidemment, tout le reste est caché là, en dessous du frunk pour ce qui est là, de l'électronique de contrôle du moteur
à l'avant. Espace cargo. Dans cette version Land All-Wheel Drive, on a un haillon manuel. Je trouve ça merveilleux. C'est pas un gros panneau de toute façon. Puis pour ce qui est de l'espace de chargement, là, vous voyez, j'ai la plaque X là, du concessionnaire et mon équipement. Très spacieux, très bien, très plat. On a un sous-plancher, évidemment. C'est pas le plus caverneux de l'univers. Puis là, qu'est-ce qu'on a en dessous de ça? On a un autre petit compartiment là, qui est la solution de gonflage là, de secours pour les pneus. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un petit rangement. Mais c'est pas mal ça. Là, dans le coffre, là, évidemment, on va regarder l'angle. Je vous dis que c'est une familiale. Fait que, donc, vous perdez là, en espace. C'est pas mal moins carré. Et aussi, là, pour ce que j'aime là, dans le EV6, c'est qu'on a des languettes, là, des poignées à ressort pour baisser la troisième banquette. Là, je vais sortir mes choses, puis on va aller voir l'espace total que ça fait. Donc, la deuxième rangée a été rabaissée. C'est pas plat. Par contre, il n'y a pas de démarcation là, entre les sièges et le fond du coffre, donc c'est correct. Mais regardez, c'est un espace assez spacieux. Là, comme je vous dis, c'est un véhicule familial. On peut mettre un vélo de montagne, on peut mettre du stock en masse. Est-ce qu'on aurait pu optimiser plus en faisant une rotation par l'avant du bas du siège, puis après ça, on peut descendre plus, puis c'est à plat. Le véhicule européen, quelquefois, font ça. Je suis assis à l'arrière du EV6, puis je suis super content de vous dire que le siège est réellement confortable ici. Regardez-moi cet angle-là. Donc, ça vient nous asseoir, là, beaucoup mieux supporter. Mes cuisses là, sont supportées par le siège. Je peux pousser mes pieds un peu en dessous des sièges avant. On pourrait peut-être le monter. L'espace pour les jambes est généreux. Évidemment, cette banquette-là ne bouge pas, n'avance pas, ne recule pas. J'ai des bouches d'aération ici. À l'arrière, il n'y a rien ici. Là, il y a juste des ports USB sur les sièges, mais on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle de siège chauffant là, dans cette version-là. L'équipement ici est relativement dénudé. Là, on paye vraiment pour des moteurs électriques, pour une batterie, puis pour l'architecture là, 800 volts. Ici, on est un peu décontenté, mais c'est correct, c'est de bon goût. Côté matériaux, c'est dur. Ça, c'est moussé. Ça, c'est dur. Donc, c'est pas extra, mais c'est bien assemblé et c'est de bon goût. Mais sérieusement, le confort, je suis très content. Vous pouvez incliner la banquette de façon significative. Puis aussi, ce qui est important de mentionner, lorsqu'elle revient, elle va se mettre dans une position mitoyenne, un peu droite, mais rapidement, là, on peut l'ajuster, là, une autre petite coche. Puis là, on est réellement confortable, on voit bien à l'avant. Là. Puis même si on n'a pas de toit ouvrant, c'est pas trop claustrophobique à l'arrière de ce véhicule-là. Bon, on va parler de la situation de la recharge avec le V6. Puis ce que je vais dire, ça s'applique aussi au Kia EV9, puis au EV3, puis au EV4. Donc, pour 2025, maintenant, on a un port J3400, le fameux port NACS dans cette édition du EV6. Ce qui veut dire qu'on vient d'entrer dans l'ère des adaptateurs pour les voitures électriques qui ne sont pas des Tesla. Hein? Voyez-vous, avant, les Tesla, c'était eux qui avaient des adaptateurs, mais là, c'est tout mélangé. Donc, tout le monde a des adaptateurs. Je tiens à mentionner que je suis content du changement parce que le port NACS, d'un point de vue d'ingénierie de design, moi, je trouve que c'est supérieur. Mais ça, c'est mon opinion personnelle d'ingénieur après avoir regardé la documentation de la norme SAE J3400. Par contre, d'un point de vue de compatibilité puis de convivialité pour le marché canadien, surtout le Québec, bien ça va être un irritant. Parce que 95% des recharges rapides ou 100% des recharges rapides avec ce véhicule-là vont être faites sur le réseau du circuit électrique parce que c'est plus rapide avec l'architecture 800 volts. Donc, vous allez être ramassé à utiliser l'adaptateur tout le temps, essentiellement. Vous comprenez, hein? Toujours avoir un adaptateur qui, selon toute vraisemblance, ces deux-là seront fournis avec le véhicule. Ça, c'est ceux-là de ma Tesla Model 3, mais à la fin, c'est la même norme, c'est la même chose. Aussi, si vous n'avez pas une borne à la maison qui a un port J3400, là, je sais que Flow, ChargePoint, et évidemment Tesla là, commencent à offrir là, des bornes de niveau 2 pour ça. Bien, vous allez vous ramasser avec l'adaptateur NACS J1772. Puis là, c'est la même chose. Puis là, on se branche là, sur la borne de niveau 2. Donc là, elle est rendue coincée. Non, elle a sorti. Donc là, ça, c'est peut-être le petit irritant qu'on va avoir. Puis le V9, le nouveau Ioniq 5, ça va attendre un peu vers la fin de l'année ou peut-être jamais, je ne le sais pas, parce qu'il est assemblé en Corée. Mais c'est ça qui se passe. Kia, eux autres, ils y vont. C'est un changement qui est majoritairement pour les États-Unis, là, de par la situation là, du réseau de recharge rapide aux États-Unis. Pour le Québec, le Canada, je pense pas que c'était nécessaire, mais regardez, le changement a été fait. On est maintenant assis dans le poste de pilotage du nouveau EV6. Puis c'est bien, honnêtement. Je pense que, puis évidemment, je suis pas la personne qui a fait le plus de revues de l'ancien EV6, mais j'en ai conduit comme je pense 2.
Puis d'un point de vue de matériaux, j'aime bien. C'est des matériaux relativement durs, là. Il y a un peu de surface moussée dans la porte à l'avant. Je pense que c'est comme la partie du véhicule qui est peut-être un peu la plus premium. J'aime ce genre de moulage un peu bizarre ici, là, qui fait penser à du tissu, mais c'est du plastique. J'aime bien ça. Puis évidemment, l'écran central du véhicule qui est un peu comme les véhicules BMW. C'est une courbe qui permet que ton doigt est toujours à la même distance lorsque tu navigues l'écran. Ça, c'est bien. J'aime aussi le volant à deux branches. Ça me fait un peu penser à des véhicules Citroën. Mais ça, c'est correct. Des bons boutons à l'avant, mode de conduite, ça va. On a évidemment des palettes pour ajuster le niveau de freinage régénératif. Ça, sur les véhicules du groupe Hyundai Kia, c'est toujours excellent, c'est merveilleux. J'ai rien à dire ici. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, là, évidemment. Dans pas très longtemps, là, on va aller ensemble là, faire un tour là, du nouveau logiciel qu'il y a dans ce véhicule-là. Puis certains petits changements, mais c'est majoritairement le même intérieur qu'avant, ne serait-ce que certains matériaux ont été ajustés. Puis fait à noter, la colonne de direction, elle aussi, elle a été remplacée par un design différent là, pour améliorer là, la tenue de route et l'agrément de conduite. Parlons maintenant des sièges. Très confortables. On a un mix là, cuir synthétique et tissu. Très intéressant, ça, j'aime bien ça. Le siège conducteur est électrique, mais tout le reste des sièges sont manuels là, dans cette version-là. Puis encore une fois, là, je veux vous montrer l'étiquette ici. Manufacturé par Kia en Géorgie, évidemment aux États-Unis. On a toute l'information. Véhicule homologué pour le Canada, assemblé au mois de janvier 2025. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur du véhicule, là, puis je vais aller vous montrer là, les différentes fonctions. Donc, on est assis à l'intérieur du véhicule. Donc, comme je vous disais, là, il y a des choses qui n'ont pas changé. Là, ça, c'était comme ça avant dans le V6. Peut-être des petits boutons qui ont bougé d'endroit, mais c'est majoritairement le même design. J'aime qu'on ait les boutons physiques ici pour siège chauffant, volant chauffant. Ça, c'est super. Puis ici, là, ça a été modifié. Je pense que Kia a écouté les consommateurs. Donc, on a vraiment un bouton physique pour le volume, un bouton pour changer les chansons ou syntoniser la radio. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un genre de drôle de bouton, ventilateur et flèche là, de navigation. Puis là, quand on clique dessus, bien, on tombe dans le menu de climatisation du véhicule. Ça, moi, j'aime ça, mais je sais que ça frustre certaines personnes là, parce que là, dans le fond, les boutons ont deux usages. C'est une façon intéressante de réutiliser des morceaux. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être content. Puis vous voyez, c'est un écran, ça, ici. C'est pas du capacitif, c'est du vrai tactile. Lorsqu'on reclique, bien là, on a des boutons à rappel, mais qui sont évidemment virtuels là, pour l'interface du véhicule. Mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Aussi, là, on va parler un peu de la nouvelle solution logicielle. Ça, c'est la solution logicielle maintenant qu'on voit là, dans tous les produits là, du groupe Hyundai Kia. Ça, c'est le bienvenu parce que je trouvais que le logiciel dans le EV6, ça faisait dur. J'aime bien, ça se passe bien, c'est rapide. Android Auto, CarPlay sans fil, beaucoup d'options de configuration, très fluide. Puis on a les choses vraiment essentielles que je vous parle toujours, hein. Nous avons le préconditionnement de la batterie, un bouton. Donc, si vous ne vous abonnez pas au service connecté Hyundai et Kia, vous n'aurez pas accès à la navigation native avec les arrêts de recharge et le préconditionnement automatique. Donc, ça vaut plus la peine de gérer vous-même là, votre chaleur de batterie. Mais n'oubliez pas que si vous naviguez vers une borne, ça va faire le préconditionnement tout seul de façon automatique. Donc, c'est très bien, mais c'est super facile à utiliser. J'aime bien. Pour ce qui est du combiné d'instruments, bien là, moi, je l'ai configuré à mon goût. Regardez l'autonomie. C'est un véhicule qui a 475 km NRCan, mais j'ai quitté Kia La Salle. J'avais 534 km, 517. Là, Hyundai a un algorithme là, qui ajuste en fonction de l'utilisation, mais le véhicule a 25 km. Donc, il est neuf. Puis pour ce qui est, j'ai fait 11 km, j'ai fait 17 kWh par 100 km. Ça s'annonce assez efficace comme véhicule. Sinon, ça va bien. Voilà, je vous en avais parlé, c'est bon. Super important aussi, regardez, là, j'ai mis mes adaptateurs ici, mais c'est super intéressant de voir qu'on a une console flottante avec du rangement en bas. C'est le bienvenu. Puis console centrale, hey, c'est profond ça. Fait que ça, c'est très, très bien. Et pour ce qui est du reste de l'intérieur, bien là, on est à la même place là, que dans la première génération là, du EV6. Là. Il n'y a pas vraiment de changement ici. Là. Même les composants ici sont les mêmes. Bon, maintenant, on est sur la page de Kia Canada, puis on va aller voir combien ça coûte tout ça, Kia V6 là, restylé. On va juste mettre les détails comme il faut, on va mettre ça en comptant. Donc, on va passer au travers de la gamme. Là. Dans le fond, la version Light Propulsion commence à 48 995, mais cette version-là a une batterie de 63 kWh qui charge moins vite. On a 371 km d'autonomie dans cette version-là. Dans le fond, c'est la version là, autonomie standard essentiellement. Puis, il y a pas mal moins de stock. Donc, pour 7 000 $ de plus, vous avez la grosse batterie de 84 kWh. Puis, qu'est-ce que ça vous donne?
Ça vous donne un siège conducteur électrique, un volant chauffant, puis la recharge sans fil pour votre téléphone. OK. Et là, pour 2500 $ de plus, vous avez la version qu'on essaye aujourd'hui, le Land All-Wheel Drive, qui même augmente la capacité de remorquage là, à 2700 livres. Fait que là, c'est un peu plus que 1000 kg. Quand même intéressant. Nous, notre véhicule n'avait aucun groupe d'options, sauf la couleur. On prend la couleur rouge compétition, 250 $. L'intérieur comme ça. Suivant. Et vous voyez là, 62 912 beaux dollars canadiens. Ouf! Évidemment, en ce moment, il y a des subventions gouvernementales, mais ça ne sera pas pour toujours. Donc, ça finit avant les taxes à 58 432,98. C'est quand même assez onéreux, mais c'est pas mal le prix là, de ces véhicules-là. Puis si j'inclus les taxes, là, on parle d'un véhicule de 67 000. Évidemment, si vous optez pour la location et le prêt, bien là, les choses changent un peu, mais moi, j'aime bien toujours rester avec le comptant. Rappelez aussi que cette version-là là, qu'on essaie aujourd'hui a 475 km d'autonomie, puis la version qui n'est pas 4 roues motrices, c'est la Wind Rear-Wheel Drive, qui est un peu moins chère, bien, cette version-là a 513 km d'autonomie, très intéressant. Donc, on est au volant du EV6. Là, on va se promener un peu là, dans l'arrondissement Ville-et-Mort. On va aller valider un peu la tenue de route, suspension, freinage, accélération, tout ça. À première vue, qu'est-ce qui est intéressant avec le V6, là, très bon silence de roulement. L'insonorisation, là, super. Je viens de passer sur un passage à niveau double. C'était super bien contrôlé. Là-dessus, c'est bien. Je pense pas qu'il y a eu des changements là, fondamentaux d'un point de vue de suspension puis de calibration de tout ça, mais je sais que dans la documentation, pour le changement d'année modèle de celui-ci, il y a eu des petits changements, mais tu sais, c'est du fignolage. C'est pas, comme je dis, fondamentalement, un gros changement. Là, on va tourner ici. On va mettre ça à fond. Puis là, on va aller voir la puissance. On a un modèle 2 moteur. Puis là, je pense que la puissance, c'est autour là, de 275-300 chevaux. Je n'ai pas la métrique exacte. Excusez-moi, elle apparaîtra à l'écran. Mais on va aller voir si c'est pas pire. OK, là, on est à 30 km/h. On va mettre ça à fond. Ah, ça y va. Ah, c'est bien. OK, tant mieux. Freinage régénératif, on a 4 niveaux. Puis là, regardez, je le laisse aller. Là. Très, très puissant, très soutenu. Ça, dans un véhicule électrique, c'est important. Parce que aussi, c'est un gros composant de l'efficacité lorsqu'on conduit ces véhicules-là. Je remets ça en mode normal et on se balade. Mais honnêtement, là, c'est un véhicule qui est la prise en main est facile. Évidemment, on a un levier pour les essuie-glaces, levier pour les clignotants. Donc, on a des contrôles conventionnels dans cette voiture-là. C'est des boutons, sauf tout ce qui est tactile là, dans la console centrale. On a quand même un peu de roulis en virage, mais c'est relativement bien contrôlé. C'est sûr qu'on a beaucoup de flancs dans les pneus. Donc, lorsqu'on prend un virage rapidement, là, on sent que le pneu s'écrase, puis ensuite, le véhicule bouge. Mais la cabine du véhicule, la caisse, elle rebondit pas trop. Donc, c'est relativement bien calibré, mais détrompez-vous, ce n'est pas un véhicule sportif. Mais c'est un typique comportement routier de véhicule électrique moderne. Donc, c'est un véhicule qui est relativement lourd. C'est un véhicule qui a un centre de gravité qui est bas. Mais quand même, là... Lorsqu'on fait de la conduite engagée, ce que je remarque, c'est que c'est comme un comportement routier sans histoire. Là. Vous allez sentir que vous avez de l'adhérence avec le véhicule, ce qui est super, mais c'est pas le véhicule avec, on comprenait, la sensation dans la colonne de direction la plus intéressante, ni nécessairement la suspension la plus sportive. Mais je vous dirais que c'est un comportement routier tout à fait sain, puis vous pouvez sans problème là, avoir une conduite engagée avec le véhicule, puis vous allez apprécier. Mais encore une fois, là, on n'est vraiment pas là, dans un véhicule sport ici, on est dans un véhicule familial. Mais honnêtement, je veux dire, comportement routier tout à fait sain, tout à fait rassurant. Je veux dire, la tenue de route, là, puis on accélère. Puis je trouve vraiment que la motorisation est puissante. Puis le freinage régénératif est puissant. Fait que c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas encore utilisé la pédale de frein. Je pense que là, je vais l'utiliser. Ah ouais. Freinage convaincant, mais c'est un véhicule neuf. Donc... à la fin, il faut en prendre, il faut en laisser, mais hein, quand on regarde, mettons, un Volkswagen ID4, le freinage est tellement timide que c'est rafraîchissant de voir que dans la V6, malgré que le freinage régénératif est puissant, ils ont quand même mis de l'argent dans les composantes de frein.
Ouais, j'ai la cote Enercan ici. Là. En ville, on parle de 18 kWh par 100 km. J'étais en ville, donc ça fait du sens. 22 sur l'autoroute. Voyez-vous, il y a une différence de 3 kWh par 100 km. C'est assez intéressant. Il y a certains véhicules, c'est la même chose. Certains véhicules, il y a une grosse différence. Puis combiné 20. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour l'autonomie? Supposons, hein, on a 84 kWh. Supposons que dans la vraie vie, on fait 19. Puis on a 84 kWh dans la batterie, 442 km. Ouais. Fait que, mettons, l'autonomie, on se casse pas la tête, on fait pas attention. Je suis sûr que ce véhicule-là va faire 400 km sur sa batterie dans des conditions moyennes. Mais je regarde ça aller, je suis sûr que si vous conduisez le véhicule majoritairement en ville, vous êtes doux, vous avez les bonnes pratiques. C'est un véhicule qui peut probablement faire 500 km sans problème sur une charge. Là, il m'affiche 510 km puis je suis à 95 %. Puis il me dit que si les conditions s'améliorent, je vais me rendre à 550 km, puis si elles se détériorent, je vais me rendre à 343. 343, je vais vous dire, c'est l'autonomie du défi 500 km sur le premier segment. Je vais aller faire la démonstration là, de se brancher avec l'adaptateur sur ce véhicule-là. Donc, c'est la première fois moi, que je fais ça, hein, un véhicule qui n'est pas une Tesla avec un port NECS sur lequel on va charger sur un équipement normal. Capoté. Donc là, j'ai ma carte du circuit électrique, vous pouvez utiliser l'application, on s'en fout. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les étapes à l'écran de la borne, mais là, ça, c'est pas le but c'est pas le but du vidéo, mais on va le faire dans les règles de l'art ensemble. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est créer notre connecteur. Donc, il faut connecter l'adaptateur CCS NECS sur le câble CCS. Ensuite, on se branche dans le véhicule. On est branché. Je prends ma petite carte. Pip! On se vérifie. Le véhicule est à 96 % là. On ne cherche pas une vitesse de recharge. Je voulais juste vous montrer le fonctionnement. Ici, toc! On a le contacteur dans le chargeur qui vient de démarrer. Puis là, on va regarder. On devrait avoir là, des voyants lumineux ici. Puis ça devrait dire « Recharge commencée ». On va l'entendre. Recharge commencée. Et on recharge. À 96 %, la vitesse doit être médiocre. C'est quoi la vitesse, la puissance? Attention, 27 kW. Sauf que, on a Car Scanner. Puis là, je veux vous prouver mon point. On ouvre Car Scanner. Ah non, on rentre à 31 kW. Mais vous voyez, là, sur Car Scanner, si vous regardez bien, c'est une batterie 800 volts, là, 790 quelque chose volts. C'est vraiment cool. Parce que dans le fond, essentiellement, avec la batterie de 84 kWh, ce que Kia a fait, c'est la batterie est physiquement la même taille qu'avant. Puis en plus, on a plus de capacité parce que les nouvelles cellules, je pense que c'est LG qui fait ces cellules-là. Dans le fond, ils ont une plus grande densité d'énergie, ils ont réussi à en mettre plus, blablabla. Donc c'est bien parce que c'est la même masse, là, toute vraisemblance de ce que je comprends, c'est la même masse du battery pack. Donc on est allé chercher quand même une amélioration de 10 % ici. Puis voyez-vous, on est branché sur la borne. Évidemment, comme je vous dis, ça va être un irritant, mais ça fonctionne. Là, puis l'adaptateur que j'ai, c'est 500 ampères, fait qu'il peut aller chercher 350 kW, vu que ce véhicule-là là, recharge là, à 235 kW maximum. Puis ça donne une recharge 10 %, 80 % en 20 minutes. Avant, c'était 18, mais on mettait moins d'énergie dans la batterie. Là, on rajoute, 2 minutes, c'est pas grand-chose. En 15 minutes, là, vous faites probablement à 10 %, 75 % avec cette batterie-là, donc c'est impeccable. Et voici ce qui met fin à notre revue du Kia EV6 2025 restylé. Quoi dire de ce véhicule-là? C'est vraiment un bel ajustement de la gamme. Je pense que les modèles sont bien positionnés. C'est sûr que le prix restera élevé là, pour des véhicules de ce gabarit-là, mais là, les véhicules électriques sont encore quand même dispendieux. Ça va être intéressant de voir comment que Kia va positionner là, le EV3 et le EV4 là, dans les prochains mois, là, lorsqu'ils seront, leurs prix seront annoncés pour le Canada. Mais pour ce qui est du reste, je veux dire, ce véhicule-là, c'est la reine de la recharge rapide. Le véhicule est relativement efficace. Aussi, tenue de route, moi, je trouve qu'il y a des points à améliorer. Là. Puis ça, c'est Hyundai Kia. Je trouve qu'il y a du peaufinage à faire côté comportement routier, mais côté assemblage, qualité, tout est là, la garantie. C'est vraiment une bonne valeur. Puis si vous êtes dans le domaine, si vous êtes dans le marché pour un véhicule électrique qui n'est pas un VUS. Il y a plein de gens qui me parlent de ça. Alexandre, tous les véhicules électriques, c'est des VUS. Le V6, c'est pas un VUS, c'est un véhicule familial, un wagon, une station wagon. Vous pouvez m'obstiner autant que vous voulez, dire non, c'est un hatchback. Non, c'est un wagon. C'est correct. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous un petit like, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez-nous un commentaire comment vous avez aimé cette vidéo-là. Pour votre question, défi 500 km, ça viendra aussi. Aujourd'hui, on avait juste le véhicule pour un après-midi, c'était pas possible, mais évidemment qu'on va mettre ce véhicule-là
au défi 500 km. Sur ce, on se laisse là-dessus.